Ah, la cigarette. Ce cylindre de papier, rempli d'un matériau combustible nommé tabac, est fumé aujourd'hui quotidiennement en France par une personne sur quatre. Étant composé de nombreuses substances toxiques, comme le goudron, l'arsenic ou encore le plomb, la cigarette est vue aujourd'hui comme un véritable fléau pour la santé. Mais ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. En effet, en 1492, lorsque Christophe Colomb découvre l'Amérique, il remarque que les Indiens fumaient le tabac, et que celui-ci était vu comme ayant des vertus thérapeutiques. Il était également utilisé dans des torches pour désinfecter les lieux et prévenir les maladies. Par la suite, en 1659, certains médecins comme le docteur néerlandais Gilles Everhard pensaient que le tabac était d'une puissance telle qu'il pouvait guérir une grande partie des maladies et ainsi réduire le nombre de médecins. Il écrivit tout un livre qui s'appelle Panacea et qui traite de manière générale des propriétés thérapeutiques de la fumée du tabac. Et à la même époque, en 1665, alors que l'Europe est frappée par une grande vague d'épidémies de peste, le tabagisme apparaît comme une pratique pouvant préserver la santé et prolonger la vie. Comme quoi, le concept ne date pas d'hier. Et puis même plus récemment, on peut également citer d'autres cas. Par exemple, au 19e siècle, les médecins qui étudiaient l'anatomie étaient encouragés à fumer pour ne pas sentir les odeurs de cadavres. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Au moment où nous vivons une situation exceptionnelle suite à la pandémie du Covid-19, eh bien on découvre que la nicotine pourrait bien protéger contre le coronavirus. Et sans plus attendre, je vous propose d'examiner ça tout de suite dans une analyse. Regardons tout d'abord ce que nous propose l'article du Point. En effet, si nous lisons le début de l'extrait, les fumeurs seraient-ils moins exposés au coronavirus? C'est l'hypothèse avancée par l'AP-HP, après les résultats d'une étude soulignant le faible nombre de fumeurs parmi les patients hospitalisés. Sur 11 000 patients admis à l'hôpital début avril, seuls 8,5% étaient fumeurs, une proportion étonnamment faible au regard du nombre de fumeurs en France, 25,4%. Alors déjà problème ici, l'article compare deux valeurs, l'une issue de la population totale en France, et l'autre issue de la population atteinte de Covid-19 et hospitalisée. Or, ces deux populations ne peuvent pas être comparées directement, car elles n'ont pas la même structure d'âge. Et j'explique ça dans le détail dans ma première vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller la voir. En effet, ici, si on prend la population des patients hospitalisés pour le coronavirus, on va essentiellement retrouver des personnes âgées. D'ailleurs, en reprenant le bulletin épidémiologique de Santé publique France, du 16 avril, et en descendant un peu les pages, on arrive à ce tableau, on voit les différentes classes d'âge, et on voit clairement que les plus de 65 ans sont surreprésentés. Ici, ils représentent 70% des patients hospitalisés. Et ça change pas mal de choses. Et encore une fois, si j'en crois les informations de Santé publique France, sur ce graphique où vous avez les différents groupes d'âge en bas, vous voyez très bien que le tabagisme diminue avec l'âge. En 2017 par exemple, il passe de plus ou moins 35% pour les hommes âgés entre 18 et 24 ans, à 10% pour les 65 à 75 ans. Donc il est normal que si on augmente la proportion de personnes âgées, on doit logiquement s'attendre à avoir moins de fumeurs. Et tiens, faisons d'ailleurs un petit calcul pour essayer de voir à quelle valeur il faudrait s'attendre. Alors attention, ce n'est pas un calcul statistique rigoureux, on va essayer d'approcher la donnée avec nos propres moyens. Et les données qu'on a à disposition pour le coronavirus aujourd'hui ne sont pas des données sur lesquelles on a suffisamment de recul. Mais ça aura au moins le mérite d'avoir une première approximation et d'illustrer un petit peu nos propos. Donc si je reprends les données que je vous ai montrées précédemment sur la structure d'âge des personnes hospitalisées pour le Covid, et si on réarrangeait un petit peu les groupes d'âge, on a 7% des personnes qui ont moins de 44 ans, 23% d'entre elles qui ont entre 45 et 64 ans, et 70% des personnes qui ont un âge supérieur à 65 ans. Et maintenant, pour chaque catégorie d'âge, j'ai besoin de savoir le pourcentage moyen de fumeurs associés. Du coup, sur Santé publique France, on peut retrouver le pourcentage de fumeurs associés à des classes d'âge. Alors en passant, notez que cette étude s'arrête à 75 ans. On va donc supposer que pour les personnes de plus de 75 ans, c'est aussi 10%, même si c'est une hypothèse qui me paraît fortement exagérée. Ensuite, pour exploiter ces données avec mon exemple, j'ai besoin de réadapter les classes d'âge. J'ai le pourcentage pour chacune des classes d'âge qu'a choisi Santé publique France, donc si je connais la population de chacune d'entre elles, je peux les réarranger. Et pour ça, je vais récupérer un fichier de l'INED qui va me donner les informations dont j'ai besoin. Et c'est celui-ci. Donc ça donne les résultats suivants. Sur 100 personnes, je vais en avoir 70 qui vont avoir plus de 65 ans, et 10% d'entre elles sont des fumeurs quotidiens. Donc ça me donne 7 personnes. Ensuite, je vais en avoir 23 entre 45 et 64 ans. Parmi elles, 26% de fumeurs, ce qui correspond à 6 personnes. Et enfin, je vais avoir 7 personnes âgées de moins de 44 ans. Parmi elles, 33% de fumeurs en moyenne, ce qui correspond à 2 personnes. Donc si je fais la somme de tout ça, ça me donne 15 personnes sur les 100 de départ
ce qui me donne 15%. Donc là, ça me fait quand même une différence entre le résultat que je suis censé attendre sur la population totale et sur le résultat issu des hospitalisés du Covid-19. Ça me fait même une différence de 40%. Donc pour en revenir à l'article, ce n'est pas 8,5% qu'il faut comparer à 25,4%, il faudrait plutôt le comparer à quelque chose de l'ordre de à peu près 15%. Mais bon, c'était un petit aparté. Passons à la suite. Par ailleurs, le docteur Makota Miyara et le professeur Zahir Amura, officiant à la Pitié-Salpêtrière, ont mené une étude, disponible en prépublication sur le site Chaos, sur 343 malades hospitalisés et 139 personnes avec des formes non sévères. Les résultats sont une nouvelle fois troublants. Parmi les individus hospitalisés d'âge médian de 65 ans, 4,4% étaient fumeurs quotidiens. Et parmi les patients ambulatoires d'âge médian de 44 ans, 5,3% étaient fumeurs quotidiens. Bon alors là, ce que je vous disais, c'est que par rapport aux 25% de fumeurs qu'on peut retrouver dans la population, on devait s'attendre à en retrouver à peu près 15% parmi les hospitalisés ayant le Covid. Mais là, on est carrément à 5%, ce qui est une différence non négligeable. Bon bah du coup, allons sur le site de Chaos pour voir l'article scientifique qui a été publié par l'équipe de la PHP, ce qui va nous permettre d'en savoir plus sur la méthodologie de l'étude. Alors faut s'armer de pas mal de patience pour lire un article scientifique, qui plus est en anglais, mais je l'ai fait pour vous, et je vais vous livrer mes conclusions. Donc comme il est dit dans l'article du Point, il y avait deux groupes dans cette étude. Le premier, composé de 343 personnes et concernant des patients hospitalisés, et le second, composé de 139 patients ambulatoires. Alors j'ai choisi d'étudier les résultats du premier groupe, puisque c'est celui où on a le nombre le plus important de personnes, et également parce que si on regarde dans les remarques, il est mentionné que dans le second groupe, les travailleurs de la santé étaient surreprésentés en raison de tests systématiques sur le lieu de travail lorsqu'ils deviennent symptomatiques. Donc si on reprend les informations qu'ils ont à leur disposition, ils savent d'un côté qu'il y a 25% à peu près de fumeurs quotidiens en France, donc ils ont repris les données de Santé publique France, et de l'autre côté il y a 5% de fumeurs qu'ils observent dans leur groupe, ou plutôt 4,4%, mais ça mérite des précisions. En effet, si on reprend le tableau qu'ils fournissent sur le site, on voit qu'il y a en fait 4,4% de fumeurs quotidiens, il y a ensuite 1,8% de fumeurs occasionnels, puis 32% de personnes qui n'ont jamais fumé de leur vie, et enfin 61% d'anciens fumeurs. Donc ici on est bien uniquement sur les fumeurs quotidiens. Ensuite, par rapport aux 25% de fumeurs dans la population, ils ont fait ce qu'on appelle une standardisation, c'est-à-dire qu'ils ont recalculé ce pourcentage en tenant compte de la structure d'âge des patients. Un peu comme ce que j'ai fait en première partie de la vidéo, mais de manière un peu plus rigoureuse. D'ailleurs, ça aussi j'en parle dans ma première vidéo. Et du coup, le résultat que ça donne, c'est 17,85. Et ça correspond aux chiffres qu'on est censé retrouver dans le groupe s'ils se comportent de la même façon que la population globale. Mais ici, on trouve 4,4, ce qui est en fait 4 fois moins que le résultat attendu. Ils ont effectivement pris en compte un certain nombre de paramètres pour bien pouvoir comparer les chiffres entre eux, et du coup, effectivement, le résultat est plutôt surprenant et ça mérite qu'on s'y attarde. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Qu'est-ce qu'on vient de montrer? En fait, l'étude montre qu'il y a peut-être une corrélation, en effet, entre le fait de fumer et de mieux se protéger contre le Covid-19. Mais ce n'est pas une causalité, comme dit Étienne Klein, qui est un physicien et un philosophe français. Et plutôt que de le paraphraser, je vais vous passer un extrait de lui. Nous manquons d'une formation à la statistique et à la probabilité. Par exemple, vous avez entendu parler de cette enquête qui était une amorce d'enquête, montrant que, semble-t-il, les fumeurs sont moins atteints par le coronavirus que les non-fumeurs. En tout cas, les symptômes qu'ils développent lorsqu'ils sont atteints ont l'air d'être moins graves que pour la moyenne des autres. Et comment est-ce que c'est une corrélation? Ce n'est pas une causalité, c'est une corrélation. Mais tout le monde la présente ou l'a comprise comme une corrélation, de sorte que, comme une causalité, pardon. Ce matin, je suis allé acheter mon cigare mensuel au bureau de tabac. J'ai vu la queue, une énorme queue. Et il y a des gens qui venaient acheter du tabac parce qu'ils ont entendu dire que le tabac empêche de tomber malade. C'est aller vite en besogne. Ce n'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il a plu les grenouilles. Parce que quand on confond corrélation et causalité, ça amène à Coluche. Coluche qui disait « N'allez jamais à l'hôpital, on y meurt 10 fois plus que chez soi ». Voilà, donc il ne faut pas confondre corrélation et causalité. D'ailleurs, c'est aussi ce que suggèrent les conclusions de l'étude. Ensuite, il faut une étude plus approfondie pour confirmer un potentiel effet de la nicotine. En effet, on ne sait pas si c'est dû à la nicotine en elle-même, ou à autre chose. Ça pourrait être lié à un effet indirect de la nicotine, ou carrément à une autre substance d'ailleurs. Même si effectivement l'équipe de la PHP pencherait plutôt pour la nicotine, mais ça reste une hypothèse. Et pour finir, ça reste vraiment un résultat à prendre avec des pincettes. Premièrement parce que le groupe de patients était uniquement de 323, et c'est peut-être pas un échantillon suffisamment important pour avoir des résultats vraiment probants.
Deuxièmement, il y a aussi le fait que l'étude ne prend pas en compte les patients placés en soins intensifs. Et troisièmement, il y a aussi le fait que l'étude prend comme référence le taux de fumeurs quotidien en France. Il faut savoir que l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière se trouve à Paris, donc en région Île-de-France, et c'est la région qui a le taux le plus bas. Quatrièmement, par rapport à mes 61% d'anciens fumeurs, en fait, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un ancien fumeur. Ça peut aussi être quelqu'un qui a arrêté 24 heures avant son hospitalisation, à la demande du staff médical. Auquel cas, ça fausserait pas mal les résultats. Et j'ai aussi mon histoire d'hypothèse sur le fait de prendre 10% de fumeurs sur les plus de 75 ans. C'est une hypothèse qui a également un impact. Mais malgré tout, ce résultat reste étonnant. En tout cas, il nécessite d'autres études complémentaires pour pouvoir conclure. C'est ce qui a été prévu d'ailleurs. Mais attention à ce que ces infos ne deviennent pas une excuse pour fumer davantage ou pour vous y mettre. Commencez pas non plus à faire de la contrebande comme ces gens-là. Voilà, donc mon analyse touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, voire même la partager. Et sur ce, je sais que je suis un esprit faible, mais je me soigne.